mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette session du journal sur la RTGA. Mais avant tout, voici les grandes lignes à retenir. À la une de cette édition du journal, situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, plusieurs acteurs congolais ont salué la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple qui a jugé recevable la requête de la RDC contre le Rwanda à suivre dans ce journal. « 26 juin 1945, 26 juin 2025, la Charte des Nations Unies vient de totaliser 80 ans d'existence jour pour jour. Les objectifs de ces traités vous seront décryptés dans ce journal. Et en sport, on parlera des Illico Cash Ligue 1, édition 2025 qui touche à sa fin. La dernière bataille aura lieu dans quelques heures à Lubumbashi et à Kinshasa. Les aidés du Congo, Lupopo et Maniema Union, se disputeront la finale. Voilà tout pour les titres. Merci de choisir la RTGA pour vous informer dans l'actualité. La RDC et le Rwanda signeront officiellement ce 27 juin un accord de paix militaire et diplomatique qu'ils ont déjà paraphé lors des négociations techniques et à Washington le 18 juin dernier. Les ministres des Affaires étrangères des deux pays, avec la médiation des États-Unis et du Qatar, vont se retrouver à Washington, aux États-Unis, après l'accord préliminaire pour la signature finale prévue sans négociation pour mettre fin aux violences à l'est de la RDC, notamment liées au M23 et stabiliser la région. Crise sécuritaire dans l'est du pays. Mercredi, dans la soirée à la cité de l'Union africaine à Kinshasa, le président Félix Tshisekedi s'est entretenu avec l'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, l'un des facilitateurs désignés par la communauté de l'Afrique de l'Est, EAC, et la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, pour contribuer à trouver des solutions au conflit armé qui secoue l'est de la République démocratique du Congo. À l'issue de cet échange qui a duré près de 2 heures, l'hôte du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui revenait du Rwanda, a précisé l'objet de son déplacement dans les deux pays. Nous explorons toutes les possibilités sur la situation entre le Rwanda et la RDC pour qu'il n'y ait plus de confrontations militaires et des violences. Les discussions que j'ai eues avec mes deux frères du Rwanda et de la RDC sont sur les bons chemins, a-t-il déclaré. Et lors du sommet de l'OTAN qui s'est tenu mercredi à La Haye, aux Pays-Bas, le président des États-Unis, Donald Trump, a salué l'accord des paix imminent entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, prévu ce 27 juin à Washington. Et pendant ces temps, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples vient de rendre sa décision ce jeudi 26 juin 2025 sur la recevabilité de la requête de la RDC contre le Rwanda, tout en rejetant toutes les exceptions soulevées par le Rwanda. Elle s'est déclarée compétente pour statuer sur les accusations de la République démocratique du Congo. Et à ces sujets, plusieurs acteurs et analystes congolais ont salué la diplomatie agissante du président de la République et se disent rassurés de l'issue favorable de ces dossiers, images et commentaires.
Les crimes commis en RDC par le Rwanda ne resteront pas impunis. Telle est la fermeté du gouvernement congolais qui travaille afin d'arracher la réparation. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples s'est déclarée compétente et juge recevable la requête du régime de Kinshasa. La nouvelle société civile congolaise, qui salue ces avancées, estime que ce moment marque la fin de l'impunité des crimes en RDC. Ce moment marque un tournant décisif dans la lutte contre l'impunité de crimes liés à l'agression du régime rwandais en République démocratique du Congo et dans la quête d'une véritable justice internationale. Maître Moïse Pika voit dans ces gestes de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples une victoire diplomatique congolaise et estime que ceci peut avoir plusieurs implications dans la relation bilatérale entre la RDC et le Rwanda. En ce qui concerne le peuple congolais, nous remercions vraiment le président de la République Félix Tshisekedi et tous les gouvernements congolais pour cette haute diplomatie, car la décision ou l'arrêt de la Cour marque une étape cruciale dans les différends qui opposent les deux pays, et cet arrêt peut certainement avoir des implications significatives dans les relations bilatérales et au niveau de la justice en Afrique. La partie congolaise doit s'estimer déjà gagnante, soutient Maître Patient Kitenge au regard des preuves tangibles des crimes commis par le Rwanda sur le sol congolais. Du fait que la RDC avait déjà diligenté une requête au niveau de cette organisation, et que l'organisation en question s'est vraiment déclarée compétente pour juger les crimes qui ont été commis par nos pays voisins, je peux citer nommément les Rwandais. Donc moi personnellement je peux dire que c'est vraiment un acte qui est louable, c'est vraiment une réussite déjà sur le plan diplomatique. Lorsque la RDC a diligenté son action devant cette organisation internationale, vous devez savoir déjà que nous sommes prêts à affronter les batailles. Donc, on attend déjà des sanctions sur le plan international. Rappelons que la RDC avait accusé le Rwanda devant la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple pour ses plusieurs années d'agression, des massacres et des pillages de ses ressources naturelles. Et puis le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, préside les travaux du deuxième colloque international à l'école des guerres de Kinshasa, enjeux technologiques et défense de l'intégrité territoriale de la RDC dans un contexte de mutation géopolitique internationale. C'est le thème de ces assises. Celle-ci s'attelle sur la préservation de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. On fait le point avec Suzy Kibira Omar. Enjeux technologiques et défense de l'intégrité territoriale de la RDC dans un contexte de mutation géopolitique internationale est le thème du deuxième colloque international à l'école de guerre dans la capitale congolaise, ouvert par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Maître Guy Kabombo Modianvita. Ces assises de 2 jours, soit du 25 au 26 juin 2025, s'attellent sur la préservation de l'intégrité territoriale de la RDC dans un contexte de complexité géopolitique. Les questions des conflits internationaux en cours seront également abordées, ainsi que les différents axes de l'innovation technologique dans l'industrie de la défense. Le directeur général de cette école de guerre, le général-major Moulin de Nawej, dans son allocution, l'a soutenu. Maître Guy Kabombo Modianvita, patron de la défense, a souligné la profondeur stratégique du thème exploité au moment où la République démocratique du Congo, riche de ses ressources et de sa position géostratégique, fait face à des défis très complexes. La République démocratique du Congo, riche de ses ressources et de sa position géostratégique, fait face à des défis très complexes. L'émergence de nouvelles formes de guerre asymétriques, la militarisation des technologies numériques, l'ingérence étrangère via des moyens cybernétiques et la reconfiguration des alliances géopolitiques à nos frontières. Après l'école de guerre, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a échangé avec le caucus des députés du Grand Équateur dans la suite de sa récente itinérance de la 13e région militaire. Sur table, une évaluation des réalités concentrées sur terrain en vue de pousser des réflexions sur des solutions idoines.
Et comme signalé au sommaire, la charte de l'ONU, appelée aussi charte de San Francisco, vient de totaliser jour pour jour 80 ans d'existence. Ce traité fondateur de l'Organisation des Nations Unies, signé le 26 juin 1945 à la fin de la conférence des Nations Unies sur l'organisation internationale à San Francisco, est entré en vigueur le 24 octobre 1945. La charte des Nations Unies est le traité qui définit les buts et les principes ainsi que la composition, la mission et les pouvoirs de ces organes exécutifs, judiciaires et administratifs qui sont les vrais acteurs de ces textes et quels sont les objectifs, tentatives de réponse dans ce papier signé David Fidel-Luzolo. Proposé puis signé par le président des États-Unis Franklin Roosevelt et le premier ministre britannique Winston Churchill, le 14 août 1941, la Charte de l'Atlantique est un document regroupant une série de principes devant servir au maintien de la paix et de la sécurité internationale. La Charte des Nations Unies, également connue sous le nom de la Charte de San Francisco, est le traité fondateur de l'Organisation des Nations Unies, signé le 26 juin 1945 à la fin de la conférence des Nations Unies pour l'Organisation internationale à San Francisco. Entrée en vigueur le 24 octobre 1945, la charte définit les buts, les principes et les organes de l'ONU avant d'établir les règles régissant les relations internationales. Elle poursuit comme objectif le maintien de la paix, la sécurité internationale, le développement des relations amicales entre les nations, la réalisation de la coopération internationale dans la résolution des problèmes mondiaux, ainsi que la promotion du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les principes clés de la charte sont entre autres l'égalité souveraine de tous les États membres, la non-ingérence dans les affaires intérieures d'autres États, la résolution pacifique des différends, l'interdiction de la menace ou de l'emploi de la force dans les relations internationales. La Charte des Nations Unies comprend 19 chapitres et 111 articles. C'est un document fondamental pour la gouvernance mondiale et la coopération internationale. Elle a été élaborée progressivement entre 1941 et 1945, alors que se poursuivait la lutte des Nations Unies contre certaines puissances hégémoniques. Elle a été précédée de plusieurs documents importants, tels que la Déclaration de Saint-James, la Charte de l'Atlantique, la Déclaration des Nations Unies, les conférences de Moscou et de Téhéran, ainsi que les conférences de Durbanton, pour ne citer que celles-là. Et puisqu'on parle de l'ONU, sachez que cette institution considère la torture comme un crime au regard du droit international. La journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture rappelle aux États membres de l'ONU à soutenir les milliers de victimes de la torture. Dans son message à l'occasion de cette célébration, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a indiqué que les tortionnaires ne doivent jamais être autorisés à échapper aux conséquences de leur crime. Suzy Kibira-Omari nous en parle et nous propose les origines et objectifs même de cette journée. Dans son message à l'occasion de la journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture, ce 26 juin 2025, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a indiqué, je cite, « Les tortionnaires ne doivent jamais être autorisés à échapper aux conséquences de leurs crimes et les systèmes qui permettent la torture devraient être démantelés ou transformés. La torture est un crime au regard du droit international. Selon tous les instruments pertinents, elle est absolument interdite et ne peut être justifiée en aucune circonstance. Cette règle fait partie du droit international largement accepté et implique que chaque pays doit s'y conformer même s'il n'a pas signé de traité spécifique interdisant la torture. De plus, la pratique systématique ou généralisée de la torture constitue un crime contre l'humanité. Les Nations Unies ont toujours considéré la torture comme l'un des actes les plus vils commis par des êtres humains sur leurs semblables. La Journée internationale des Nations Unies pour le soutien aux victimes de la torture permet d'éliminer totalement la torture et d'assurer l'application effective de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui est entrée en vigueur le 26 juin 1987. Les pays membres des Nations Unies, la société civile,
et les individus à travers le monde doivent s'unir pour soutenir les centaines de milliers de personnes qui ont été et qui sont encore victimes de torture. La torture vise à briser la personnalité de la victime et constitue une négation de la dignité inhérente à l'être humain. Le terme torture désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis. Lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre, ainsi que l'autonomisation des femmes et filles victimes des VBG. Le gouvernement sud-coréen, à travers le PNUD et l'UNFPA, vient d'appuyer plus de 200 femmes survivantes des VBG au Kasaï central. Elles ont reçu des kits de réinsertion socio-économique et professionnels pour leur propre autonomisation. C'est la structure Femmes Main dans la Main pour le développement intégral qui a assuré la remise officielle en présence du ministre provincial du porte du genre, famille et enfants. C'est ce que nous dit Soleil Ntumba Moufika dans ce reportage. Tout a commencé par cette démonstration des rites traditionnels qui doivent être abolis en cas de violence. Ici, Femmes Main dans la Main pour le développement intégral a sensibilisé la communauté sur les risques liés aux violences sexuelles et celles basées sur le genre, la protection des victimes ainsi que le service de prise en charge holistique avec l'appui financier du gouvernement sud-coréen à travers le programme KOICA que met en œuvre le PNUD et l'UNFPA. Cette activité s'inscrit dans une mission de suivi et évaluation du projet au niveau national afin d'assurer la mise en œuvre effective des actions menées par les ONG partenaires sur terrain. Mercredi 25 juin 2025, encore une journée spéciale pour les survivantes des violences sexuelles et celles basées sur le genre. Elles sont une centaine qui ont réceptionné des kits de réinsertion socio-économique et ceux des formations professionnelles. L'activité de grande envergure se déroule en présence de représentants du ministère du genre, du PNUD et de l'UNFPA. Au total, 105 kits de réinsertion et 20 kits de formation professionnelle, dont 20 machines à coudre, ont été remis à des femmes et jeunes filles sélectionnées sur 232 cas documentés depuis le lancement du projet. Selon Nathalie Kambala-Loussé, directrice générale de FMMDI, les bénéficiaires ont suivi une formation en gestion des projets, comptabilité, épargne solidaire et autonomisation. Les activités économiques concernent l'agro-pastoral, la transformation, l'artisanat, la pâtisserie et les petits commerces. L'idéal pour FMDI, ce n'est pas avoir plus de femmes victimes de violences basées sur le genre, mais l'idéal, c'est de rendre ces femmes autonomes, ces femmes capables d'être des actrices de changement dans nos communautés et aussi d'être importantes dans la société, pourquoi pas servir cette province et aussi la République démocratique du Congo. Il faut ajouter que les produits réalisés par le bénéficiaire de la première phase ont également été exposés lors de la cérémonie. FMMDI prévoit un suivi régulier pour accompagner le bénéficiaire vers une autonomie durable et l'intégration dans les mutuelles de solidarité. L'Assemblée provinciale de Kinshasa a, au cours de la séance plénière tenue le mercredi 25 juin 2025, procédé à la présentation, l'examen et adoption de la proposition des 10 portant modalités de gestion des emprunts intérieurs de la ville, initiée par le député provincial Nyangi Kaunda Olivier. Dans son exposé, l'initiateur de l'EDI a insisté sur la nécessité d'adopter des mécanismes et des responsabilités financières, soulignant qu'il ne s'agit pas d'un simple texte juridique, mais d'un pacte de responsabilités entre le gouvernement provincial et le peuple. Dieu merci Diarka nous en parle dans ce reportage. Parmi les édits examinés mercredi 25 juin à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, au cours d'une plénière présidée par Lévi Mbouta, figurait l'édit sur les modalités de gestion des emprunts intérieurs de la ville, présenté par le député Olivier Nyangi, élu de la commune de Kisenso. Selon son initiateur, cet édit établit 5 fondements essentiels, à savoir un cadre strict des recours à l'emprunt, une exigence de transparence, une orientation vers les investissements structurant uniquement un mécanisme de suivi, évaluation permanente ainsi qu'un cadre de remboursement réaliste et soutenable. Notre démarche est juridiquement fondée, constitutionnellement légitime et politiquement opportune.
L'article 240, alinéa 7 de notre Constitution dispose clairement que la gestion des emprunts intérieurs relève de compétences exclusives des provinces. Voilà, cette proposition de loi n'est pas une compilation théorique, c'est un pacte de responsabilité entre le gouvernement provincial et le peuple que nous représentons. Après débat général, deux élus qui ont salué cette initiative du député Olivier Nyangui et après ses réponses, l'édit a été jugé recevable et envoyé à la commission ECOFIN pour toilettage avant son adoption à la plénière. Ce n'est pas un simple texte que nous adoptons, c'est une ligne de démarcation entre les désordres passés et l'ordre nouveau, entre l'endettement irresponsable et les financements stratégiques, a fait savoir Olivier Nyangui au cours de ses réponses. Au cours de la même plénière, les élus de la capitale ont également jugé recevable l'édit sur la réglementation applicable aux chiens porté par le député Diabanza Monanene et l'édit portant sur les dispositions générales applicables à l'identification des élèves et planification provinciale de l'enseignement maternel, primaire, secondaire dans la ville, initié par le député Aubin Mikanou. Et dans un autre chapitre, Gilbert Kabanda Kourenga, ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, a reçu dans son cabinet de travail deux chercheurs de l'Institut africain Nelson Mandela pour la science et la technologie basée à Arusha en Tanzanie. Au menu de leurs échanges, la mise en commun des connaissances dans les domaines des médicaments. Les deux chercheurs tanzaniens spécialistes en nanosciences sont intéressés par les médicaments mis au point au laboratoire du CREPTA dans la commune de Limete. Suivez ce reportage que nous propose Suzy Kibira Omari. Au menu des échanges entre le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, Gilbert Kabanda Kourenga, avec les deux professeurs de l'Institut africain Nelson Mandela pour la science et la technologie basée à Arusha en Tanzanie, la mise en commun de connaissances dans le domaine des médicaments. Les deux chercheurs tanzaniens spécialistes en nanosciences sont intéressés par les médicaments mis au point par le laboratoire de CREPAT de Limete en vue de nous aider à développer les principes actifs qui sont extrêmement actifs sur différentes maladies. Le ministre Gilbert Kabanda a indiqué que cela a été prouvé lors des essais cliniques observationnels. Nous pensons que ce qu'ils vont nous communiquer comme technologie scientifique pourra sûrement, à travers CREPAT d'abord, à travers d'autres firmes pharmaceutiques congolaises, booster le développement de notre industrie pharmaceutique et au-delà de l'industrie pharmaceutique, de notre chimie en général dans notre pays. Nous les remercions d'avoir commencé par ce que nous pouvons considérer comme quand même vital, c'est-à-dire les médicaments congolais qui sont réputés sur le plan international comme parmi les plus riches en termes de pharmacopée traditionnelle. Notez que les médicaments en format nano ont la particularité d'être tellement minimes qu'ils sont capables de pénétrer tous les compartiments de l'organisme et d'atteindre rapidement et à forte dose leur cible. En plus, ils peuvent libérer de manière prolongée les molécules dans l'organisme, ce qui permet de réduire la quantité des médicaments et le nombre de prises par jour. La délégation de l'Agence nationale des élections Ange du Tchad a clôturé ce jeudi sa mission à Kinshasa auprès de la Commission électorale nationale indépendante. Mercredi, cette délégation tchadienne était allée à la découverte du centre électoral Bosolo, situé à Kingabwa dans la commune de Limete. Ahmed Bartichiret, président de l'Ange, n'a pas tari d'éloge sur ses avancées, saluant les leaderships du président de la CENI, Denis Kadima, et l'encourageant à poursuivre les efforts en faveur d'élections crédibles en République démocratique du Congo. On fait le point dans ce reportage que nous propose Clarisse et Coco Kapalai. Au troisième jour de sa mission en RDC auprès de la CENI, la délégation tchadienne de l'Agence nationale de gestion électorale, conduite par son président Ahmed Bartechihet, est allée
à la découverte du centre électoral Bossolo situé à Kingabwa à Limete, créé sous impulsion du président de la CENI, Denis Kadima Kazadi. En prélude aux élections de 2023, le centre électoral Bossolo a pour vocation de garantir l'intégrité du processus électoral par la collecte, la centralisation et la diffusion transparente des résultats. Ces centres modernes incarnent la volonté d'assurer la vérité des urnes et de restaurer la confiance citoyenne. La délégation a été accueillie par le secrétaire exécutif national adjoint Marie-Josée Kapinga Bondo, assisté du directeur de la logistique Hilaire Kambale. Les échanges et la visite ont permis aux hôtes tchadiens de se faire une idée précise de cette infrastructure stratégique. Une démonstration pratique leur a été offerte, présentation d'anciens et nouveaux kits électoraux, de la chaîne logistique, des sources d'énergie et du dispositif technologique destiné à assurer une publication des résultats en temps réel, bureau de vote par bureau de vote. Objectif, réduire les tensions post-électorales et renforcer la transparence du processus. Inspiré du modèle sud-africain et adapté au contexte congolais, le centre électoral Bossolo est aujourd'hui une structure permanente, reflet d'une gouvernance électorale modernisée et ambitieuse. Le numéro 1 de la centrale électorale tchadienne n'a pas tari d'éloges sur cette avancée, saluant le leadership du président de la CENI. Il y a quand même apporté une très grande innovation dans le système électoral congolais et nous avons constaté qu'effectivement, par rapport aux élections qui sont passées, telles que déjà projetées ici, que c'est un progrès remarquable et qui mérite d'être mis à son actif et que nous encourageons à ce qu'ils puissent poursuivre cet élan de montrer encore plus d'avantages et de rendre les élections plus transparentes et plus crédibles. Cette mission tchadienne, qui est venue s'enquérir de l'expérience électorale auprès de la Commission électorale nationale indépendante de la RDC, a clôturé son séjour ce jeudi à Kinshasa. Et c'est pour renforcer l'action et la coopération en vue de parvenir à un monde sans toximanie qu'a été instituée la journée internationale contre le trafic des drogues. En cette édition 2025, les pays membres de l'ONU sont appelés à investir dans la prévention, en particulier dans la justice, l'éducation, les soins de santé et les moyens des substances alternatives qui sont les fondements d'une résilience durable. Suivez. C'est conformément à sa résolution A/S/42/112 du 7 décembre 1987 que l'Assemblée générale des Nations unies a décidé de la célébration de la Journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue le 26 juin de chaque année, afin de renforcer l'action et la coopération aux échelons national, régional et international dans le but de parvenir à une société affranchie de l'abus des drogues. Cet événement est soutenu par la communauté internationale et par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Cet événement a pour objectif de renforcer la sensibilisation aux grands dangers que sont les drogues illicites pour la société. Le problème mondial de la drogue représente un défi à multiples facettes qui touche la vie des millions de personnes dans le monde. Qu'il s'agisse d'individus souffrant des troubles liés à l'utilisation des substances ou de communautés aux prises avec les conséquences du trafic de drogue et de la criminalité organisée, les répercussions de la drogue sont vastes et complexes. Pour relever ce défi, il est impératif d'adopter une approche fondée sur des preuves scientifiques qui donnent la priorité à la prévention et au traitement. La Journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue doit renforcer l'action et la coopération en vue de parvenir à un monde sans toxicomanie. En cette édition 2025, la Journée mondiale de la drogue appelle à investir dans la prévention, en particulier dans la justice, l'éducation, les soins de santé et les moyens des substances alternatives qui sont les fondements d'une résilience durable. La campagne de cette année est axée sous le thème « Brisons le cycle, stoppant le crime organisé » qui souligne la nécessité d'une action coordonnée à long terme pour briser le cycle de la criminalité organisée et du trafic de drogue en s'attaquant aux causes profondes
en investissant dans la prévention et en renforçant le système de santé, d'éducation et les systèmes sociaux. Et puis les travaux anti-érosifs progressent sur l'avenue Lalou au quartier d'Elvo dans la commune d'Ngalema, nous sommes à Kinshasa. Ces travaux réalisés par l'entreprise Aron Safou ont débuté un mois déjà. Cette initiative soulage les habitants de Lalou et des quartiers voisins, notamment Bangou, Bolikango et Punda. De nombreuses maisons emportées par l'érosion qui sévit depuis le début des années 1980 ont été détruites, aggravées par les pluies diluviennes qui s'abattent sur la capitale. Financés par les Fonds national d'entretien routier FONER, ces travaux sont menés sous la supervision du ministère des Travaux publics et infrastructures pour une durée de 20 mois. C'est ce que nous dit Clarisse Ekoko Kapala dans ce reportage. Nous sommes au quartier d'Elvo dans la commune d'Ngalema à Kinshasa. Ici, depuis 1982, une érosion dévastatrice menace cette zone, entraînant la destruction progressive de plusieurs habitations. Après des décennies d'attente, les travaux de stabilisation ont enfin débuté. L'entreprise Aron Safou, déjà mobilisée sur terrain, rassure quant à la poursuite des interventions et à une issue favorable pour les riverains. Aujourd'hui, si pas aujourd'hui, demain, nous allons terminer les accès. Donc les 2 rampes que nous avons préparées. Et après seulement, je crois, vers la fin de la semaine, on pourra commencer les travaux proprement dit. Donc la construction du collecteur. Dans un premier temps, ce que nous voulons faire, c'est faire l'essentiel avant les prochaines pluies. C'est ce que nous allons faire. Le reste, on peut, pendant la saison de pluie, on peut continuer à le faire. Qu'est-ce qu'il faut? C'est parvenir à amener les eaux du haut niveau au fond de l'océan. C'est ça l'essentiel. Si nous amenons les eaux dans le sillon, et nous stabilisons le fond, on est dans le bon. Les habitants saluent ces avancées tout en craignant que d'éventuels détournements de fonds ne compromettent cette initiative. Nous voyons que les travaux avancent et cela nous réjouit. Nous espérons que cela va continuer. Nous ne voulons pas entendre parler de détournement d'argent. Nous demandons que les travaux soient achevés avant la saison des pluies. Nous voyons que les travaux avancent. Nous demandons simplement aux autorités de poursuivre jusqu'au bout pour notre satisfaction. Le début des travaux a réjoui de nombreux habitants après plusieurs années d'abandon. Guilain Terranzani, résident du secteur, se souvient des débuts de l'érosion. Un bassin s'était formé ici, surnommé la Présidence. C'est à la suite des pluies de 1981-82 que la situation s'est aggravée, entraînant l'emportement de plusieurs maisons. Pour rappel, les habitants de Delvaux, dans la commune d'Ngalema, avaient manifesté pour dénoncer l'avancée de l'érosion qui avait déjà englouti de nombreuses maisons. On va parler du sport avant de se quitter à quelques heures du coup d'envoi de la dernière journée des Lilico Cash Ligue 1. Le suspense reste total. 3 clubs, les Aigles du Congo, Lupopo et Maniema Union, se disputent un titre au goût d'épopée, tandis que les TP Mazembe, géants en quête des rachats, jouent sa survie continentale entre Lubumbashi et Kinshasa. Le championnat congolais s'apprête à vivre une apothéose inédite au terme d'une saison intense, parfois mouvementée, mais saluée pour son organisation. C'est un récit signé Elvis Ebama. Aujourd'hui, il prend les choses en main. La saison 2024-2025 de l'Illico Cash Ligue 1 touche à sa fin, mais le suspense demeure entier. Le verdict final se jouera lors d'une ultime journée prometteuse, explosive et pleine de rebondissements. 3 clubs restent en lice pour les titres ou une place en compétition continentale à seulement quelques heures de la clôture du championnat. Ce vendredi 27 juin 2025, toute l'attention sera tournée vers 2 grandes villes, Lubumbashi au stade Mazembe et Kinshasa au stade des Martyrs. Les Kinois jettent des éloges sur la manière dont se déroule cette édition malgré son arrêt précoce. L'année précédente, l'équipe, en tout cas, le championnat Bisso, il y a toujours un problème, il y a toujours un
Mais cette fois-ci, quand même, comme il y a un niveau, il y a playoff. En tout cas, ça a des choses bien, et ce n'est pas seulement des équipes que nous attendons qui doivent jouer dans des compétitions intercontinentales. Mais la Nina Foot a essayé de donner le meilleur de lui-même en nous faisant jouer. Et d'ici les 30 déjà, nous devons envoyer nos listes. Leader du classement avec 34 points, l'FC Les Aigles du Congo est le mieux placé pour décrocher le trophée. Opposé au TP Mazembe, les Samouraïs n'ont besoin que d'un nul pour être sacrés. Deuxième au classement avec 32 points, l'FC Saint-Éloi Lupopo doit impérativement s'imposer contre Maniema Union avec un score lourd pour espérer le sacre 22 ans après leur dernier titre. Avec 31 points, Maniema Union peut tout chambouler. Une victoire contre Lupopo combinée à un succès de TP Mazembe face aux Aigles les propulserait au sommet, leur offrant à la fois les titres et une place en Ligue des champions de la CAF. Quintuple champion d'Afrique, le TP Mazembe est dans une position inhabituelle pour espérer se qualifier à la Coupe de la Confédération de la CAF. Les Corbeaux doivent battre les Aigles du Congo et prier pour une défaite de Maniema Union face à Lupopo. Une situation tendue pour un club habitué au sommet. Ce journal est terminé. Je vous rappelle ses principales articulations. Situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Plusieurs acteurs congolais ont salué la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui a jugé recevable la requête de la RDC contre le Rwanda. « 26 juin 1945, 26 juin 2025, la Charte des Nations Unies vient de totaliser 80 ans d'existence jour pour jour. Les objectifs de ces traités, vous les avez suivis dans ce journal. Et en sport, nous avons parlé des Lilico Cash Ligue 1, édition 2025 qui touche à sa fin. La dernière bataille aura lieu dans quelques heures à Lubumbashi et à Kinshasa. Les Aigles du Congo, Lupopo et Maniema Union se disputent la finale. Fin complète de cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur les antennes de la RTGR. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. RTGR, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGR, mieux qu'une chaîne, un monde.